café numérique avec notre mission habituelle. Forcément, ça ne change pas, ça n'évolue guère. On est très bien dedans avec la promotion des nouvelles technologies, l'innovation pour le plus grand nombre. J'ai l'impression que le micro décroche un peu là. C'est un peu. On va rester, on va pas bouger, on va rester ici, comme ça, ce sera parfait pour tout le monde. Vous l'avez constaté en entrant dans cette zone de la Grand Poste, pour ceux qui ne sont jamais venus. On est entre le bar avec d'un côté le food court. Vous pourrez vous restaurer après le bar, vous pourrez prendre un verre. Et puis la conférence et le coworking également ici. 3 thématiques, Learn, Network, Enjoy. On n'est pas là pour se prendre la tête, mais pour apprendre des nouvelles choses dans la bonne humeur, la décontraction, avec pour certains qui ont déjà commencé un verre, une bière à la main. L'équipe du Café Numérique, on est 4 actuellement. On a Mélissa qui va nous rejoindre dans pas très longtemps, marketing digital et experte en communication. Moi-même, Sébastien Lewy qui vient d'accueillir les derniers, qui est spécialisé en accélération de start-up. Et puis Jérémy qui est marketing makers et également cofondateur d'Airplan, qui est absent ce soir, qui donne des formations du côté de Bordeaux. Le programme de la soirée, comme toujours également, avec l'introduction en cours, la présentation des 2 orateurs. On commencera par Laurent, qui est un habitué du Café Numérique. Certains le connaissent depuis très longtemps, l'ont déjà vu présenter, d'autres vont le découvrir. Ça va être passionnant parce que Laurent a un réel don pour vulgariser les choses. Et puis on enchaînera avec Sandro. Et puis on aura une partie live tweet. Live tweet, qu'est-ce que c'est? C'est un moment durant lequel on vous cède le micro si vous avez une annonce à faire, une demande à faire passer, vous cherchez un collègue, vous vendez un produit, vous voulez le faire connaître, ce sera votre moment à partir de 20h25. Et puis on terminera bien sûr par le networking à la brasserie. Les partenaires sans lesquels le café numérique ne saurait pas fonctionner, on a Deuse, Digital Engineering for Ball Business, la boîte de développement liégeoise que l'on remercie une nouvelle fois, la Grand Poste qui nous accueille, Jean-François Ecodimension qui assure la captation de nos événements et puis Marketing Makers et A6K pour les partenariats. Et vous remarquez, on a encore un peu de place sur le slide. Donc, si vous souhaitez nous soutenir également dans le développement et dans la poursuite des activités du Café Numérique, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Vous pouvez discuter avec Sébastien ou moi-même après la séance. La prochaine date, vous pouvez déjà en prendre note, ce sera le lundi 6 janvier. La thématique, ça, on ne la connaît pas encore. Et puis voilà, moi j'en ai terminé. Bon café numérique à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois à Liège. Et puis on va céder la parole à Laurent. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation, merci pour l'intro. Ça me fait plaisir d'être de retour au Café Numérique parce que c'est vrai que pour l'anecdote, c'est donc la 3e fois. La première fois, c'était en 2010-2011 pour vous parler du cloud. À l'époque, on démarrait une boîte notamment avec Raph qui est ici et Sandro qui s'appelait Commodity. Puis je suis repassé au Café Numérique en 2014-15 avec une histoire de drone et on lançait derrière Fly. Je pense qu'il y en a qui ont vu ça à l'époque et qui ont suivi l'aventure Fly. Et donc ici, je vous parle d'IA. Alors les mauvaises langues diront que j'ai l'art de sauter de bulle en bulle. Et donc je suis sur la nouvelle bulle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Laurent, je suis ingénieur, je suis liégeois, entrepreneur, j'ai eu la chance de lancer différents projets, travailler dans pas mal de sociétés technologiques. Merci. Et donc maintenant, je travaille comme indépendant, comme freelance. J'accompagne des entreprises dans des projets technologiques, que ce soit sur les problématiques techniques ou des problématiques organisationnelles, avec des missions assez variées. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de mon boulot, mais d'un projet personnel qui s'appelle OpenJPA. On va rentrer dans les détails, qui est un projet open source qui est disponible sur GitHub, pour ceux qui connaissent. Si vous aimez, n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite étoile et augmenter le nombre de stars de ce projet qui n'en a pas assez. Je suis assez actif dans le monde de l'open source. Certains ont peut-être suivi à l'époque un projet comme Storyteller, qui était un projet lié au monde du blogging, par exemple, et des standards open source de ce qu'on appelle l'indie web, ou d'un projet comme One Social Web, qui est un réseau social décentralisé, un peu un Blue Sky avant l'heure. Donc voilà, pas mal d'interventions aussi dans le monde de l'open source. Et évidemment,
quand ChatGPT débarque il y a 2 ans, parce que là, on va fêter l'anniversaire des 2 ans de ChatGPT, je découvre, comme vous, l'outil. Ça fait longtemps que j'ai touché à l'AI qu'on appelait à l'époque machine learning, mais je découvre ChatGPT et là, c'est un peu le réveil. Ah ben tiens, il s'est passé quelque chose. J'étais un peu endormi, je n'avais plus trop suivi, occupé notamment par la blockchain. Encore une autre bulle. Et donc, je raccroche le wagon, je me plonge dedans et je découvre un univers particulier qui est ce qu'on appelle les agents, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant, previously sur Café Numérique, comme l'a introduit Sam, ça fait, je pense, 3 ou 4 fois que vous en parlez. Donc, j'espère qu'il y en a qui ont suivi les cafés numériques précédents. Je vais juste revenir sur un terme qui risque de revenir plusieurs fois dans la conversation, mais je n'ai pas envie de passer du temps dessus. C'est le terme LLM. Qui a une idée de ce que c'est un LLM? Levez la main, juste que j'ai une idée. Ok, c'est bien. Je risque de ne pas perdre tout le monde aujourd'hui. Donc. Large Language Model, LLM, c'est le moteur qu'il y a derrière les systèmes comme ChatGPT. C'est l'algorithme qui, si on résume très simplement, quand on lui donne un ensemble de mots, va prédire le mot suivant. The boy went to the café, hôpital, playground. Ben voilà, il y a 40% de probabilité que ce soit playground. Et donc, quand on interagit avec une intelligence artificielle comme ChatGPT, de manière assez simplifiée, on va dire qu'on a un système qui va lire du texte et prédire le mot suivant. Et une fois qu'on a prédit le mot suivant, on fait quoi? Le mot suivant qui est prédit retourne du coup à la gauche. Donc, the boy went to the playground, et on prédit le mot d'après. De manière très simplifiée, voici ce qu'est un LLM. C'est la technologie, c'est l'innovation qu'on va retrouver derrière tous ces interfaces comme ChatGPT, Claude et autres. Il y a quelques LLM connus, donc OpenAI GPT, Google à Gemini, Llama qui est, Meta qui est Facebook à Llama, qui est un modèle open source, et Claude de chez Anthropic. Je pense qu'il y a eu un café numérique où Roald, entre autres, était rentré dans les détails de tout ça. Voilà. Donc on va prendre ça comme brique de base de la suite de la discussion. Et en fait, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, aussi de vous montrer, c'est que les LLM, il y a une deuxième nature. On peut les regarder d'une autre façon que simplement comme quelque chose qui prédit un mot. On peut les regarder d'une autre manière que dans l'aspect conversationnel. Tout comme sur cet exemple, certains vont voir un lapin ou un canard. Je vais essayer de vous montrer les deux facettes du LLM aujourd'hui. Celle que vous connaissez, c'est vraiment l'interaction avec un LLM comme source de connaissances. Vous parlez à ChatGPT, vous lui posez des questions. L'étudiant un peu paresseux va lui demander de résumer L'étranger de Camus pour ne pas devoir le lire et s'en sortir au contrôle demain à l'école. Sauf que le modèle va un peu halluciner, n'a pas lu le livre en entier, va faire un résumé qui ressemble à un résumé, mais qui ne sera pas un résumé tout à fait correct. Donc il y a une vaste source de connaissances, on peut interagir et discuter avec le modèle sur cette connaissance, mais cette connaissance, elle est superficielle, elle n'est pas complète et elle va être source de ce qu'on va appeler des hallucinations. On a aussi tendance, c'est pour ça que j'ai fait un petit robot comme ça en illustration, on a tendance à anthropomorphomiser ce modèle, on lui parle comme un humain. Alors même moi, je continue à être très poli, et à mettre des majuscules et terminer par des points et à avoir des phrases complètes, ce qui est absurde parce que ce n'est pas un humain, c'est un algorithme qui prédit le mot suivant. Alors, ayons un petit exemple de ce que c'est une connaissance et une hallucination. Voici un petit exercice que je trouve amusant. Écris une courte biographie du mari, de la sœur, de la personne qui a présenté les Oscars en 2013. J'imagine que personne ici n'est capable de me faire cette biographie, ce n'est pas grave. Et ce n'est pas ce qu'on attend de quelqu'un. Ce qu'on attend de quelqu'un, c'est de trouver les moyens de répondre à la question, ce n'est pas de connaître la réponse. Mais si on pose cette question-là telle qu'elle à GPT-4o, c'est donc un test ça, ici au mois de septembre, voilà, il nous répond que la personne qui a présenté les Oscars en 2013, c'est Seth MacFarlane, c'est correct, que sa sœur Rachel MacFarlane, c'est correct aussi, et que donc le mari, alors là il dit, il s'appelle John, c'est un entrepreneur prospère, blablabla, il est reconnu pour ses qualités de leader et il aime la randonnée. C'est de la hallucination complète. C'est-à-dire que les deux premières phrases sont correctes, le reste c'est du n'importe quoi. Si vous ne faites pas attention, vous tombez dans le panneau. Voilà, c'est une question assez banale, mais imaginez que ce soit une question liée, je ne sais pas moi, à une pathologie médicale, quelque chose de... Vous êtes inquiet par rapport à un bilan sanguin que vous avez reçu. Ben non. Ce modèle a une connaissance très superficielle, en fait.
Ce n'est pas une source de données, c'est un modèle de langage, et il faut l'utiliser comme ça. Et je pense que ça a été abordé dans les autres cafés numériques. Il faut être conscient des limites et il faut savoir construire autour de ces limites. Alors, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que pour moi, il y a quelque chose d'autre dans les LLM. On peut aussi les voir comme un moteur de raisonnement. Alors, je mets des guillemets parce qu'en fait, un LLM ne raisonne pas, en tout cas pas au sens humain du terme. Mais il est évident que quand on pose une question à un LLM, une question compliquée qui nécessite un ensemble d'étapes pour être résolue, il est capable de nous exposer un plan, une approche pour résoudre notre question qui ressemble étrangement à un raisonnement humain. On ne sait pas très bien ce qui se passe dedans. On sait que ce raisonnement n'est pas toujours fiable, mais il se passe quelque chose. Alors, très intéressant, il y a un article qui est dans les notes. Je trouverai une façon de partager les slides après la conférence. Il y a une quinzaine de jours, une équipe qui a en fait mis en évidence et qui a commencé à comprendre comment cette capacité de raisonnement émerge du modèle et de montrer que cette capacité de raisonnement, elle est différente que la connaissance et que c'est deux modes d'apprentissage différents qui amènent cette capacité. Mais on ne comprend pas encore exactement ce qui se passe. Alors ça, c'est une petite parenthèse, c'est qu'on joue pour l'instant un peu aux apprentis sorciers. On a ces modèles extrêmement complexes où on a mis un volume de données hallucinant et il y a des choses qui émergent de ces modèles. Le mot émergence est un mot qui revient très fort dans l'univers de l'intelligence artificielle. Il y a des comportements qui émergent et on ne les comprend pas encore tout à fait. Et un des comportements, c'est cette capacité de raisonner. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je reprends la question de la biographie, mais je la formule autrement. Et donc je dis au LLM que c'est un système intelligent qui peut résoudre un problème en plusieurs étapes et qui, pour résoudre son problème, a accès à deux outils. Il peut faire une recherche sur le web et il peut aller naviguer sur une page web. Et je lui dis, sur la base de la requête de l'utilisateur, génère un plan détaillé de toutes les étapes nécessaires pour répondre à la requête. Alors autant il a halluciné la première fois, autant ici, il va faire ce que je pense vous auriez fait. On va d'abord se poser la question de qui a présenté les Oscars. On va faire une recherche sur Google pour trouver ça. Puis on va se demander, c'est quoi la famille de cette personne? On va voir s'il y a une sœur, puis la sœur, elle a fait quoi? Elle est mariée, qui est son mari? Et on va faire des recherches web les unes après les autres, on va lire du contenu, et à un moment donné, on va avoir la réponse. Ça, c'est ce qu'un agent, en fait, va faire. Ça va être le début de cette approche agentique. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, une des étapes, par exemple, à un moment donné, c'est que si je vais en plus dans les détails, je vais dire, voilà, procède à la première étape, retrouve le nom de la personne. Vous voyez ici, je vais rentrer dans les détails plus tard, mais il va faire une recherche web sur Oscar 2013 Host, par exemple. Et en fait, c'est ça, l'approche agentique. L'approche agentique, ça veut dire qu'on va prendre cette petite brique et on va la considérer comme une petite brique de Lego Technics, une petite brique intelligente, et on va construire un assemblage avec cette petite brique. Et on va mettre plusieurs briques intelligentes les unes avec les autres, et on va les composer. Et on va se dire, tiens, je pourrais avoir une brique qui est un orchestrateur, qui est une brique qui va planifier. Qu'on lui demande quelque chose, elle va planifier des étapes. Je peux avoir une autre brique qui est un observateur. Elle va observer un plan et elle va donner son point de vue sur le plan. Et s'il faut, on va replanifier autrement parce que le point de vue donne des nouvelles informations. Et puis, une fois qu'on veut exécuter le plan, on va pouvoir appeler une brique qui est un acteur. On dit, tiens, est-ce que tu pourrais utiliser un outil pour faire cette étape? J'ai besoin de faire une recherche sur le web. Et cet acteur lui-même va pouvoir utiliser d'autres briques pour faire une autre recherche sur le web, aller naviguer ou que sais-je encore. Et tout ça, ça va reboucler sur lui-même, étape après étape. Et donc là où, dans un modèle classique, on va poser sa question et on a tout de suite la réponse, ici, quand on va poser la question, on va invoquer 10 fois, 50 fois, 100 fois le LLM. Donc les coûts vont exploser, le temps va être plus long, mais la qualité du résultat va être tout autre. Donc on a vraiment un système beaucoup plus complexe. Ça va? Ça, c'est l'approche agentique. C'est vraiment le cœur de en fait, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, dans OpenGPA, qui est donc un projet open source que j'ai développé qui implémente cette approche agentique,
quand on demande à OpenGPA de résoudre la question de cette biographie des Oscars, on voit qu'il réfléchit. Alors, il ne réfléchit pas, c'est juste un modèle qui prédit des probabilités, mais il donne l'impression de réfléchir, en tout cas il explique son raisonnement, et il dit que la première étape à faire, c'est de savoir qui a présenté les Oscars, et donc il fait une recherche sur le web. Puis il se dit, ben voilà, je dois aller lire la page Wikipédia, parce que la recherche m'indique qu'il y a une page Wikipédia sur les Oscars. Puis une fois qu'il a lu la page Wikipédia, qu'il sait qui est Seth MacFarlane, ben, il doit trouver des informations sur la sœur. Donc il va faire une recherche sur Seth MacFarlane Sister. Et puis il va lire la page Wikipédia, et puis il va se rendre compte qu'elle est mariée à un monsieur qui s'appelle Spencer Lodero. Et Spencer Lodero est un animateur, en fait. C'est quelqu'un qui fait des dessins animés. Il est notamment connu pour Family Guy et 2-3 autres séries habituelles aux US. Et il va faire une petite bio sur, en tout cas 2-3 mots sur Spencer Lodero. Et donc on a résolu la question, non pas juste sur base de connaissances, mais avec une approche où on planifie et on exécute un ensemble d'étapes. C'est vraiment ça, un agent. C'est vraiment ça, ce côté, cette approche agentique. Alors, cette approche agentique, elle a été théorisée, entre autres, par un monsieur qui s'appelle Andrew Ng. Andrew Ng, c'est un des papes de l'intelligence artificielle. Il communique beaucoup sur le sujet et il identifie un ensemble de composantes clés, en fait, pour un agent. Et j'ai implémenté un ensemble de ces fonctions dans OpenGPA, mais pas encore toutes. Donc, il y a une partie planification, il y a une partie réflexion, donc se poser des questions par rapport à ce qu'on est en train de faire. Il y a une partie outils, une partie mémoire. Ça, c'est probablement l'endroit où il y a le plus de recherche pour l'instant. En fait, ces agents ont très peu de mémoire, et la mémoire est très simpliste. Il y a beaucoup de travail pour l'instant pour les aider à structurer une mémoire, se remémorer de souvenirs, avoir un peu comme la mémoire humaine, la capacité à faire le tri entre ce qui est important, pas important, et aller rechercher la bonne information au bon moment. C'est vraiment un sujet de recherche à part entière. Il y a l'accès à la connaissance, notamment la connaissance de votre entreprise, par exemple, si vous avez beaucoup de documents, si vous avez un SharePoint avec plein de documents, Wiki, des documents sur Slack, comment l'agent pouvait accéder aux documents de l'entreprise, à cette connaissance de l'entreprise. Et puis l'interaction entre plusieurs agents. Alors, ce qui est en vert, ce qui est à peu près implémenté dans la version actuelle, ce qui est en jaune, c'est des choses que je n'ai toujours pas en place et que je continue à explorer, à vouloir mettre en place. Mais ces caractéristiques, vous allez les trouver dans tous les agents et c'est un bon cadre de réflexion quand on pense à un agent, qu'on veut implémenter un agent quelque part. Alors la partie qui m'intéresse le plus, et sur laquelle je voulais juste un peu insister aujourd'hui, c'est la partie des outils, parce que c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, l'agent, il va interagir comment avec un outil? De manière assez technique, il va écrire un document qu'on appelle un JSON. Ce n'est pas trop grave, ce n'est pas trop important, mais le LLM, à un moment donné, il va dire, ben voilà, j'appelle l'outil, et il l'exprime d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez imaginer tous les outils possibles. Faire une recherche web, on l'a vu, pour envoyer un mail, accéder à un calendrier, créer un fichier audio. Peut-être, s'il y en a parmi vous qui ont une implémentation Odoo, on pourrait utiliser l'API Odoo pour aller vérifier un stock. Un email d'un client arrive avec une question, l'agent se rend compte que la question est assez classique et habituelle, et en fait va appeler un API Odoo pour pouvoir répondre à la question et renvoyer un mail de réponse de manière automatique, ou automatiquement créer un ticket dans le service desk pour que l'équipe support puisse le prendre, envoyer une alerte sur Slack, etc. En fait, ce qui va faire la force de l'agent, c'est les outils. C'est la capacité d'accéder et de faire des actions. Et donc, je me suis amusé. J'ai créé quelques outils. Par exemple, un outil que j'ai créé, c'est un outil pour créer de l'audio par rapport à du texte, donc faire du text-to-speech. Et ce qui est amusant, c'est que dès qu'on donne cet outil à OpenGPA, moi, c'était un peu un moment qui... le franc est tombé, comme on dit ce jour-là. Je crée cet outil text-to-speech et je lui dis, ben voilà, va sur Hacker News. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Hacker News, c'est un site assez populaire de nouvelles technologiques. Et je lui dis, va sur Hacker News, prends-moi les 3 nouvelles les plus importantes, va lire le contenu et fais-moi un podcast. Ben, il l'a fait. Et je n'ai pas dû lui dire beaucoup plus. Le prompt, il est là à gauche et il a été sur Hacker News, il a trouvé les 3 nouvelles importantes, il a été lire les 3 articles, il les a résumés, il fait un podcast qui dure 1 minute 30, qui est disponible sur le site web. Le podcast est tout à fait propre et bien. Et il n'y a pas fallu programmer comment faire des podcasts ou se poser la question de créer un service qui allait faire tout ça. Il a trouvé lui-même comment utiliser l'outil pour le faire. Bon, je me suis amusé, j'ai fait d'autres outils. Je lui ai donné un outil pour accéder au calendrier et un autre pour envoyer des mails. Alors je lui pose la question, qu'est-ce que j'ai dans mon agenda mardi? Ben, évidemment, il est capable d'utiliser l'outil, il me répond ce qu'il y a dans l'agenda mardi. Je lui dis, OK, donc j'ai le temps de peut-être faire un call avec Laurent. Est-ce que tu peux coordonner pour faire un call avec lui?
Il a envoyé un mail. Et dans l'agent qui envoie les mails, il y a un peu de programmation pour faire en sorte qu'il y ait il y a ce qu'on appelle un prompt pour que l'agent qui envoie le mail, donc c'est un autre agent qui envoie le mail, il y a un petit prompt pour lui donner un petit côté du coup anthropomorphique. Il s'appelle Archibald, mon agent. Et vous voyez Archibald qui a envoyé un mail pour essayer de planifier un call, etc., etc. Donc on peut donner des outils, et quand on lui donne l'outil, en fait, il sait comment l'utiliser. C'est assez merveilleux à voir la première fois. On lui donne l'outil, il va l'utiliser. Et quand l'outil ne fonctionne pas, s'il y a un autre outil pour le faire, il va prendre un autre outil. Donc, par exemple, ici, je lui demande quelle est la météo à Liège ce soir. Et il essaye de faire une recherche web. Et le moteur de recherche ne fonctionne pas. Et alors, il se dit, voilà, je n'ai pas pu faire ma recherche, mais je sais qu'il y a des sites web connus que lui a dans sa connaissance, finalement, cette fameuse connaissance légère, il a. Je vais essayer d'aller sur weather.com, voir si je m'en sors. Il va sur weather.com et il trouve l'URL qui correspond à la météo de Liège, et il trouve derrière la météo de Liège, je n'ai pas mis l'autre screenshot, mais il résout le problème. Donc il est capable de réagir quand quelque chose se passe, et il prend une décision, il n'a pas fallu la programmer. Ça, donc, c'était, en quelques mots, l'approche agentique, ce que c'est un agent, en quoi c'est différent de ce avec quoi vous avez l'habitude peut-être d'interagir pour l'instant, et de vous montrer un exemple de projet open source qui implémente ça. Il y a d'autres projets qui le font. Alors, juste quelques mots sur vers où on va avec tout ça. Le premier point que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un benchmark, donc un test, un examen pour agents qui existe, qui s'appelle Gaia, qui permet d'évaluer des agents. 3 niveaux de difficulté, c'est Facebook, Meta qui a mis Gaia au point, avec 3 niveaux de difficulté. Et quand ils ont sorti Gaia l'année passée, donc en novembre 2023, voilà les résultats. Il n'y avait aucun agent qui arrivait à résoudre le niveau 3, donc rien du tout. Niveau 2, le mieux, c'était une version de GPT-4 avec des plugins, donc qui était à 10%. Et le niveau 1, qui est le niveau le plus simple, était à 30% de réussite par le meilleur système. Et donc en rouge, c'est les humains. On voit que les humains ont encore un peu de chance de s'en sortir pour l'instant. Par contre, on voit que le temps humain est beaucoup plus long. C'est l'échelle du bas. Fast forward novembre 2024. Alors, le ranking est disponible en temps réel sur un site web qui s'appelle Hugging Face. Hugging Face, c'est le hub de la communauté open source dans le monde de l'IA. Et donc, on peut toujours aller voir, tiens, qui est le meilleur sur Gaia pour l'instant. Et on voit qu'aujourd'hui, sur Gaia, niveau 1, on est à 53%. Niveau 2, on est à 37, niveau 3, on est à 26. Donc il y a un quart du niveau 3 qui est déjà réglé, en un an. Ça avance très très vite. Dans combien de temps est-ce que le benchmark Gaia sera dépassé et qu'il nous faudra un nouveau benchmark? Ça peut aller très très vite. Ça dépend d'une évolution des outils, ça dépend aussi d'une évolution de la capacité de raisonnement. Si vous faites attention, le niveau 1 maintenant a été atteint par un modèle qui utilise... Enfin, un agent qui utilise le modèle O1, qui est le tout dernier modèle de chez OpenAI, qui est un modèle beaucoup plus intelligent, entre guillemets à nouveau, que les précédents. Donc je pense que 2025 va vraiment être l'année des agents. Il y a OpenAI qui va sortir son propre agent, qui va en fait prendre le contrôle de votre ordinateur et automatiser des tâches pour vous. Le nom de code, pour l'instant, c'est connu sous le nom de Operator. Il y a Claude qui a lancé une bêta d'un système qui s'appelle Computer Use, que vous pouvez déjà utiliser si vous avez accès à Claude professionnellement. Donc là, Claude en fait, prend le contrôle de votre ordinateur, déplace la souris, clique dans des boîtes et voilà, il exécute des tâches pour vous. Et il y a une société française qui s'appelle Edge Company qui vient d'annoncer Runner Edge, qui est pour l'instant disponible en bêta privée. C'est une boîte qui est basée à Paris et qui a levé 200 millions. C'était annoncé il y a un peu un an. Et le slide à droite vous montre que OpenGPA en fait n'est pas du tout seul. C'est un écosystème qui est en train d'exploser. Et il y a plein de sociétés qui travaillent dans le monde des agents sur des choses très particulières. La mémoire, rien que la mémoire occupe quelques startups. Les outils, les frameworks. Et tout en haut, c'est des agents verticaux. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui assemblent ces Legos pour créer un agent avec une fonction particulière. Et ça va être vraiment ce qu'on va voir arriver dans les années qui viennent. Ce sont des entreprises qui vont vous offrir des employés virtuels. Je vous présente par exemple Jordan. C'est 11X. Jordan, c'est un agent qui est capable de répondre à des calls au téléphone et de passer lui-même des calls. Il est notamment expert dans la vente, mais aussi dans le support. Et il est disponible 24/7, il parle 24 langues, il est smart, il est funny, voilà. Et on ne va pas activer le service Jordan, on va l'engager. Donc vous voyez que le langage est en train de changer.
On ne fait plus du software as a service. On engage un agent artificiel, tout comme on engagerait un employé. Le modèle économique est en train de changer. Donc le monde vraiment autour des agents, c'est un monde qui va débouler dans les mois et les années qui viennent. Alors, je crois que je suis largement à la fin. Je voulais juste peut-être vous laisser avec quelques questions, en tout cas qui moi m'animent et qui devraient toutes nous animer. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Quelles sont les questions à avoir un peu en tête sur la suite? Et quels sont les risques et les défis en fait, que ça nous amène? Il y en a un, c'est la transparence. À partir du moment où c'est les agents qui vont se filtrer les CV dans une boîte pour faire du recrutement, ou les crédits bancaires, comment est-ce qu'on sait pourquoi vous avez été rejeté ou accepté? Quelle est la transparence sur les règles derrière tout ça? Comment est-ce que ces règles deviennent compréhensibles pour l'humain? La fiabilité, comment est-ce qu'on est sûr que ces agents continuent à prendre les bonnes décisions de façon cohérente par rapport à nos besoins en tant qu'entreprise ou nos besoins en tant que citoyens? L'alignement, comment est-ce qu'on est sûr que ces agents vont prendre des décisions dans la bonne direction pour nous? Alors, ceux qui connaissent la petite illustration ici, c'est une expérience de pensée d'un philosophe qui s'appelle Nick Bostrom, qui appelle cette expérience de pensée qui est l'expérience du paperclip. Je vous invite à explorer, on peut en parler autour du bar par exemple, mais où des robots deviennent un peu fous et transforment toute l'humanité en attache trombone. Donc on a intérêt que ces agents ils continuent à travailler pour nous, qu'ils soient alignés avec nos besoins, qu'ils n'aillent pas contre nous. L'équité, comment être sûr que ces agents finalement continuent à garantir de travailler de manière juste et équitable, hein, si c'est eux qui sélectionnent entre des CV par exemple, et puis tous les impacts sociétaux. Ça veut dire quoi pour les jobs? Ça veut dire quoi pour l'emploi, pour l'humain, pour la société, pour l'économie? À partir du moment où le savoir est à ce point-là disponible par tous, tout le temps, de manière uniforme, avec des agents qui agissent sur le savoir, ça veut dire quoi le savoir? Est-ce qu'en fait le savoir n'a plus de valeur? Donc si le savoir n'a plus de valeur, la valeur elle est où? Et donc comment est-ce qu'on va se transformer avec tout ça? Beaucoup de questions, plutôt pour le bar. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté sur les agents. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous avez des questions pour Laurent? Si oui, vous levez la main, je viens avec le micro, comme ça tout le monde entendra correctement. Je sais que Laurent est toujours très clair, très pédagogue, vulgarisateur, donc c'est un discours qui fonctionne très bien. Mais si vous avez des questions, c'est l'instant. S'il n'y a pas de questions, on passe. Roald, évidemment. Bravo Laurent, c'est brillant. Allô, 1, 2, on m'entend? Ouais, c'est brillant comme d'habitude. Est-ce que c'est pour toi une occasion d'expérimenter, comme tu aimes le faire? Est-ce que c'est un sandbox pour expérimenter? Ou est-ce que derrière, on peut se dire, il y a un business model à inventer? Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Odoo, quoi. Quand j'ai démarré le projet, c'était vraiment pour comprendre. Andrew Ng était en train de parler d'agentic, mais il n'y avait pas vraiment encore de sandbox qui implémentait ça. Il y avait du LangChain avec des plugins, mais c'était pas, voilà, on n'y était pas. Et donc j'avais vraiment envie de comprendre la stack de bout en bout, de le faire perso pour comprendre ce puzzle, ce Lego, comment il se combinait. Ça a démarré comme ça. Il est évident qu'on pourrait imaginer un modèle à la Odoo, donc quelque chose d'open source, quelque chose d'orienté plugin. Donc la base du projet, c'est des plugins où on vient mettre des actions. Donc n'importe qui peut créer ses propres actions et venir les greffer. Donc il y a tout un système d'API et de SDK pour rajouter des actions facilement. Et donc on pourrait imaginer une plateforme open source avec une marketplace, avec des plugins d'actions. Mais il faut savoir par exemple que Claude a annoncé la semaine passée un standard autour des actions et des plugins qui s'appelle MCP. Donc est-ce que du coup OpenGPA utiliserait MC? J'en sais rien. Donc la difficulté d'un modèle économique de tout ça, c'est que ça va tellement vite et les boîtes qui avancent là-dedans ont des moyens tellement hallucinants que voilà, je suis un peu pessimiste sur la capacité de l'open source à rester. Runner Age, qui est donc ce nouveau projet français, je vous dis, c'est une boîte qui a levé 200 millions en seed, quoi. C'est les mecs, ils ont démarré à Paris, c'est les ex de DeepMind, ils ont dit on veut le faire un agent, et ils ont levé sur la scène de Paris 200 millions. Et donc, voilà, je ne sais pas, très dur. En tout cas, moi, pour l'instant, je ne suis pas en train de lancer une nouvelle start-up, ça c'est sûr, et c'est de la bidouille. Par contre, aider des PME, aider des acteurs locaux à déjà comprendre ce qui se passe, à comprendre comment intégrer certaines de ces technos ou comment modifier son business par rapport à la manière dont ces technos vont transformer votre métier, ça m'intéresse et donc c'est pour ça que j'aime bien aussi en parler. Il y a un blog sur OpenGPA où je blogue aussi, je communique avec ces idées, j'essaie de formaliser ma pensée autour de ces idées parce que comme vous l'avez vu, je pense que ça va nous tomber dessus de manière assez violente.
et qu'il va falloir se réinventer à beaucoup de niveaux, et que tout le monde n'est pas encore conscient de la vague qui arrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans l'annonce, on avait l'impression qu'on allait trouver des solutions décentralisées. Et en vous écoutant et en racontant les histoires qui nous tombent dessus, comme vous dites, on a l'impression qu'on va de plus en plus vers du décentralisé qu'on ne maîtrise pas, alors que ça s'appelle de l'open source. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui, et c'est une très bonne remarque et ça vaut la peine. C'est un point sur lequel en fait j'ai pas creusé ici. OpenGPA, l'idée de mon projet, c'est d'être open. Donc c'est un projet open source. Et c'est aussi d'être un projet qui fonctionne avec les modèles open source. Et donc en fait, si on en revient au point de départ, dans les fameux LLM dont on parle ici, ils étaient où? Oui. Dans ces fameux LLM, la plupart appartiennent à des grosses boîtes. Faudra vous... le lapin, il a son œil et les oreilles de lapin sur la gauche. Il faut un peu... Si, bon, c'est un autre débat. Dans les modèles dont on parle ici, Llama, par exemple, c'est un modèle open source. C'est un modèle que vous pouvez faire tourner donc, sur une machine. Et donc, on peut prendre un Llama et prendre OpenGPA. Et donc, en combinant les deux, vous avez un agent autonome, local. Et vous pouvez donc mettre vos propres outils, parce qu'OpenGPA est ouvert et vous pouvez programmer des outils. Et donc, on peut tout à fait imaginer une entreprise qui décide de l'intégrer en interne en utilisant ses propres données avec de l'open source, le modèle qui tourne en local, les données en local et les outils en local, et que tout ça tourne sur un serveur dans la cave. Le seul petit bémol à mettre sur ce point-là, c'est que pour faire tourner le modèle idéal pour ce genre de choses, donc un modèle suffisamment intelligent, la machine qu'on va mettre dans la cave est une machine avec des gros GPU qui coûtent aujourd'hui assez cher, mais voilà, ça c'est une question de budget, de retour sur investissement. Mais donc oui, c'est un point dont je n'ai pas parlé, mais l'idée c'est que c'est comme on en parlait avec Roald ici, c'est une réponse open source à ce que d'autres font déjà de manière centralisée. Ouais. Une dernière question? Non, eh ben, je propose de remercier Laurent pour sa présentation et puis d'inviter Sandro. Alors bonjour à tous, moi je suis ravi aussi d'être ici au Café Numérique. Je crois que mon dernier passage date d'il y a 10 ans, donc ça fait un bon moment. Ici je vais faire un petit talk assez, enfin même très fortement différent de celui de Laurent, mais vraiment avec un autre prisme où j'ai pris un plus ou moins, plutôt la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer si on pouvait tout déléguer à une AI. Alors moi je m'appelle Sandro Munda, je suis le fondateur et le CEO d'une startup qui s'appelle Forest Admin. Et voilà, et sinon je suis aussi ingénieur développeur. Alors, bon, comme vous le savez tous, je crois que vous êtes convaincus maintenant que Laurent est passé pour vous expliquer. AI est en train de dévorer le monde, on disait ça à l'époque pour le software, ça va spécifiquement aujourd'hui pour l'AI. Et en tant qu'entreprise, ou même en tant qu'individu, si on ne se positionne pas, à mon avis, maintenant ou dans les mois ou dans les années à venir en mode AI first, il y a de grandes chances pour que la société ait des difficultés, voire même mettre la clé sous la porte. Je pense qu'on a très intérêt à réfléchir sérieusement à la question. Et malheureusement, devenir AI first pour une entreprise, ce n'est pas toujours simple. Alors pour certaines entreprises, honnêtement, c'est assez évident. Il y a dans le secteur, par exemple, du support, on peut très vite imaginer le client envoie un ticket. Aujourd'hui, ChatGPT est capable très facilement de comprendre l'intention du client. C'est très facile de lui faire ingérer les company policies de la boîte, c'est très facile de lui faire ingérer les knowledge base, et donc il peut répondre de manière assez autonome à un ticket de support. Si je suis un Alsace, un concurrent d'Intercom, un concurrent de Zendesk, ma foi, se positionner autour de l'AI, le secteur vous parle, et je pense qu'on peut s'inspirer facilement de la compétition. Marché de CRM, un peu pareil, si on doit, je sais pas, répondre à des emails automatiquement, faire de l'enrichissement de prospects, etc. Il y a plein de use cases qui peuvent venir de manière assez obvious par rapport à la compétition. Mais malheureusement, pour d'autres boîtes, c'est vraiment pas facile de se positionner autour de l'AI. Et dans la boîte que j'ai fondée, Forest Admin, malheureusement, je faisais partie des deuxièmes personnes, c'était un peu compliqué. Alors, je n'ai pas dit ce que c'était aujourd'hui Forest Admin. Forest Admin, notre mission à nous, c'est de rendre les boîtes plus efficaces dans leurs opérations. Leurs opérations, ça dépend vraiment du secteur de l'entreprise. Donc, on accompagne, par exemple, via un SaaS, on accompagne des entreprises dans le domaine de la fintech. On gère, par exemple, on les aide à gérer en interne les processus d'onboarding pour onboarder des clients avec tous les aspects légaux qu'il y a derrière. On les aide à gérer leur fraude, on les aide à gérer le customer support.
Et alors c'est industrie agnostique, on a la chance d'accompagner plein de domaines différents. Je peux donner peut-être un deuxième exemple autour de la food delivery par exemple, où ils doivent gérer des flottes de coursiers pour être sûr que la commande arrive à temps, etc. Bref, c'est toutes les opérations qu'une entreprise fait en interne. On leur fournit un SaaS, un produit clé en main, hautement flexible pour pouvoir gérer ça. Et notre mission, c'est de faire en sorte que ces opérations-là soient efficaces. Et donc, bon, c'est bien beau, on a développé ce logiciel-là depuis environ 8 ans maintenant. Une belle aventure. Mais on sait qu'on doit se positionner absolument sur l'AI. Moi-même, early adopter de ces technologies-là, je me suis dit, individuellement, je suis ultra convaincu, mais professionnellement, ça n'a pas été facile de définir la stratégie go-to-market autour de l'intelligence artificielle. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Back to the basics, donc retour, pardon pour le franglais, mais retour aux fondamentaux. Comme je l'ai dit, notre mission, c'est de rendre efficaces les opérations des entreprises. Et donc, concrètement, on a été voir le client. Souvent, la réponse se trouve chez nos clients. Donc, du coup, on a fait une gros sprint, gros effort, aller parler à tous nos clients pour essayer de comprendre un peu comment on pouvait intégrer de l'AI. Et en fait, on était ultra surpris que la majorité de nos clients avaient déjà intégré des solutions AI dans leurs opérations. Et pourquoi on ne le savait pas? Parce qu'on est aveugle. C'est juste qu'une entreprise qui utilise Forest Admin, derrière, c'est une sorte de boîte à outils très, très flexible. Et donc, du coup, ils peuvent aller implémenter leur propre code et leurs propres outils autour de notre solution, chose qu'on ne voit pas, puisqu'on ne voit pas leur flexibilité, on ne voit pas leurs données. On est juste l'interface visuelle au-dessus de leurs opérations. Et donc, du coup, on a catégorisé aujourd'hui quatre use cases en fait, qu'ils ont fait sans qu'on sache depuis de nombreux mois. Le premier, c'est tout autour de l'extraction de données. L'extraction de données, c'est par exemple, si je peux donner un exemple concret, c'est une célèbre banque parisienne, une néobanque parisienne, qui a automatisé tout le processus d'onboarding qu'on appelle le Know Your Customer, qui permet d'extraire sur les cartes d'identité le nom, le prénom, l'adresse, etc. et qui permet d'éviter que ce soit des humains qui traitent ça manuellement avec le risque d'erreur et compagnie. On a aussi des sociétés qui sont sur l'enrichissement, comme je l'ai dit, typique d'un CRM. Il y a mon service reçoit des sign-ups en entrée, donc du coup je veux savoir si ma boîte est qualifiée, si je mets des vendeurs dessus, est-ce que ça fait partie de mon client type. Et donc, du coup, je fais du lead scoring et donc j'enrichis mon contact par rapport à ça. Troisième use case assez intéressant, c'est sur la data computation, où on remarque simplement qu'à la place d'avoir des équipes de données qui vont dans de la BI et qui font des grosses requêtes SQL dans tous les sens pour essayer de comprendre ce qui se passe, l'AI peut trouver des comportements. Là, on a eu un cas avec un e-commerce où on voyait qu'il y avait un acheteur qui avait un comportement assez atypique, plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs, où il est devenu un peu le VIP customer, le client type qui excelle dans le buying process et qui dépense beaucoup plus que les autres. Et donc, du coup, dans ce cas-là, évidemment, en interne, on a envie d'aller lui parler, on a envie de comprendre, on a envie de mettre de l'énergie à accompagner ce genre de client. Et le troisième point, c'est le data entry. Data entry, c'est clairement automatisé. En fait, nous, on a eu un cas avec une food delivery company où ils attribuaient des bonus et des malus selon si le coursier était en retard ou à l'heure. Et donc, du coup, ils faisaient ça à la base assez manuellement. Et donc, à la place de le faire manuellement, en fait, ils avaient tout un process qui mêlait plein d'outils différents. Et à la place d'avoir un gros projet de migration d'un outil et essayer de recentraliser tout ça, ils ont mis de l'AI pour automatiser tout ce qui est entrée manuelle des temps de chaque course, du pourcentage de bonus ou de malus à attribuer, etc. etc. Donc, c'était des use cases assez intéressants qu'on a découverts. Et là, on s'est dit, waouh, on a peut-être loupé le train. Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? À partir de ce moment-là, concrètement, on s'est dit, bon, la graine intelligence artificielle, elle a clairement germé. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont des contraintes budgétaires, d'ailleurs, de plus en plus fortes, depuis que le marché tech s'est pas mal craché. On est de plus en plus sensible sur ces aspects budgétaires. Et malheureusement, les entreprises qui font beaucoup d'opérations, certaines entreprises, c'est vital pour elles. Il y a plusieurs types de boîtes. Forest Admin, c'est par exemple pas très vital. On va dire que ce n'est pas mission critical les opérations, puisqu'au pire, on est un SaaS. Si on ne fait pas trop nos opérations correctement, on a des problèmes avec des clients au niveau support, etc. Ils sont mécontents, bon, très bien. Une banque, vous pensez bien que si jamais elle ne fait pas correctement leurs opérations, soit elles n'ont pas de clients parce qu'elles ne savent pas les onboarder, soit elles ont des problèmes judiciaires parce qu'elles ne gèrent pas la fraude. Donc, si on cible vraiment ce type de clients où les opérations sont un peu critical, s'aligner au budget et les coûts opérationnels sont quand même assez monstrueux. On a tendance à vouloir, ils sont assez agressifs, ils veulent absolument évidemment réduire les budgets. Et donc il faut trouver les outils pour pouvoir réussir à rentrer dans ces budgets. Bon, alors aujourd'hui, moi je pense que c'est le timing un peu parfait pour intégrer de l'AI dans les sociétés. Pour deux raisons, et c'est ça qui nous a aidé en fait chez Forest, c'est qu'on a l'ingrédient technologique qui nous permet de résoudre un peu cette balance qui est vachement déséquilibrée. Comme je l'ai un peu introduit, c'est le market environment qui est assez compliqué aujourd'hui. On a depuis 2022, le marché tech s'est pas mal cassé la gueule.
On a beaucoup de layoffs, donc malheureusement des grands plans de restructuration où on a moins en moins de ressources dans les entreprises. Et à côté de ça, on a les clients qui sont toujours dans des attentes beaucoup plus hauts. Les standards de marché sont de plus en plus hauts parce que la compétition est plus rude, etc. Et donc du coup, on a une balance qui est assez déséquilibrée et je pense que l'AI peut jouer vachement un rôle d'équilibre à travers cette balance-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, c'est une vraie tendance. Construire des technologies autour de l'AI, clairement, c'est pas du tout facile et il y a plein de personnes qui font ça très bien, dont Laurent. Mais par contre, à l'usage, pour utiliser l'AI, on profite un petit peu de l'expérience, on va dire, des technologies, même des frameworks web pour les développeurs, hein, où on a investi de nombreuses années à rendre ça accessible et utilisable, même si derrière la machine est hyper complexe. Voilà. En gros, c'est de plus en plus simple aujourd'hui d'intégrer de l'AI dans une boîte. Enfin, je veux dire, c'est un prompt et on a déjà des résultats qui sont assez hallucinants. Concrètement, il n'y a pas vraiment d'excuse aujourd'hui à ne pas réussir en fait, à intégrer l'AI. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un master en computer science pour pouvoir le faire. Donc du coup, revenons à la question qu'on a eue clairement chez Forest Admin, c'est comment on peut aider les entreprises à faire tourner leurs opérations et atteindre une efficacité que j'appelle AI level, donc au niveau d'une intelligence artificielle. Et donc du coup, je pense que c'était la bonne introduction par Laurent autour de l'approche agentique. Aujourd'hui, on remarque clairement que l'approche agentique peut clairement remplacer l'humain dans pas mal de jobs. Je pense que, moi-même en tout cas, je parlerai qu'en mon nom, mais je suis assez convaincu qu'il y a bon nombre de métiers qui vont être remis en cause et revus concrètement par ce genre de choses, parce que c'est hyper bénéfique pour les entreprises, puisque du coup, il n'y a pas le facteur humain, il n'y a pas les coûts associés, etc. Et donc, du coup, en tant qu'employé, ce n'est pas non plus facile de se repositionner sur quelle est ma valeur, comme tu le disais à la fin de ton talk, quelle est ma valeur en tant qu'humain, en tant qu'employé, comment je peux continuer à amener de la valeur sur mon marché. Je pense que ça peut être une grosse source de stress pour chacun des employés. Et donc, voilà, il y a deux façons de faire, soit on panique, soit on essaye de se remettre en cause et regarder clairement où est ma valeur. Je pense qu'un élément de réponse en fait, que je remarque dans plusieurs métiers, c'est que l'humain, en fait, il est très bon à aller amener de l'intelligence émotionnelle, et je pense que c'est là-dessus qu'il doit focaliser les efforts. Je peux prendre des exemples, clairement, un vendeur, il doit faire preuve d'intelligence émotionnelle pour pouvoir vendre, il doit créer en fait, de la confiance envers son client. C'est ce qui fait que, en fait, le client a envie de travailler avec l'entreprise. C'est d'abord l'humain derrière. Et évidemment, toutes les tâches de délégation je fais mon reporting de performance, j'update mon CRM après mon call, j'enregistre mon call, j'écris mes petites notes pour que tout le monde soit au courant, etc. C'est des tâches un peu plus rationnelles, je ne sais pas comment le dire autrement. Et ça, clairement, l'AI peut complètement s'en charger. Un autre exemple que je pourrais dire, c'est sur le support. Le support, oui, ça peut être assez mécanique au final. Il y a des company policy, quelqu'un discute et puis on lui dit, voilà, tu as droit à, je ne sais pas moi, un remboursement de ta commande pour X, Y, Z raison. Mais de temps en temps, il y a des cas complexes. De temps en temps, ça doit rentrer dans de l'émotion aussi. Ça doit rentrer de se dire, normalement, la company policy m'interdit de faire ça, mais dans ce cadre-là, c'est un bon client, je sais qu'il a un pouvoir d'expansion assez massif, et donc du coup, il y a l'humain qui arrive là derrière pour aller mettre un peu plus de sentiments là derrière, pour pouvoir rendre content le client, etc. Je pense que clairement, le futur du travail aujourd'hui pour les entreprises, en tant qu'humain, c'est de faire en sorte qu'ils excellent dans ce qu'ils font le mieux. Et encore une fois, je pense que c'est sur leur aspect humain qu'ils font le mieux et pas imiter ce qu'une machine ferait avec toutes les erreurs que ça peut engendrer. Alors, aujourd'hui, quand on regarde, je pense que le lancement d'entreprises, je ne sais pas s'il y a de futurs entrepreneurs, de personnes qui veulent lancer des boîtes ici, mais clairement, lancer des boîtes, je pense qu'on est un peu dans un paradis pour les entrepreneurs. Ça n'a jamais été aussi facile. On a toujours une excuse en fait, de ne pas lancer une boîte. Au-delà des aspects financiers, c'est juste simplement autour de ses skills. On se dit, moi, je ne sais pas développer, moi, je ne sais pas designer, moi, je suis très nul pour écrire des articles de blog, moi, je ne sais pas faire du support, je ne suis pas très à l'aise face à un client. Tout ça, en fait, aujourd'hui, je pense que, on le voit d'ailleurs, c'est pas que je pense, on le voit qu'il y a plein de sociétés qui se tournent là-dessus et qu'il est de plus en plus facile de déléguer en fait,
on va dire, ses faiblesses à de l'AI pour pouvoir se concentrer sur ses forces. Donc voilà, sur le design, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas besoin des designers pour lancer quelque chose. Il y a plein d'AI qui nous permettent de lancer des sites web, des produits, de faire des beaux logos, enfin tout ce qui est image générative, etc. Je pense que vous avez déjà tous vu passer ça. C'est assez impressionnant. Bon, le contenu, on n'en parle plus. Au niveau de ChatGPT, je pense qu'il y a moyen de déléguer pas mal. Alors quand je dis déléguer, je mets des gros haltes là. Je pense qu'on doit, encore une fois, faire jouer son facteur humain. Donc essayer comment dire, de la source du fond et non de la forme. Donc l'utiliser pour s'inspirer, c'est très bien. L'utiliser pour contrôler la forme et amener l'idée d'une meilleure manière. Mais évidemment, l'humain est encore là dans l'intelligence émotionnelle, etc., pour contrôler la chose. Dans les opérations, comme je l'ai dit, moi je pense que le métier opérationnel, il y a beaucoup de travail un peu mécanique qui va être délégué. Il n'y a pas besoin d'engager une armée, il n'y a pas besoin d'avoir un funding monstrueux pour pouvoir lancer. Pareil pour le développement, je pense que vous avez tous vu des copilotes, etc., de développement qui nous aident à coder des softwares. Et je pense qu'avec un mouvement qu'on appelle aussi no-code, qui était vachement à la mode, qui est toujours d'ailleurs, qui permet à des personnes non techniques de pouvoir développer des softwares qui sont assez impressionnants. Avec la petite sauce AI en plus, je pense que ça va aller dans les mois à venir, dans les années à venir, vachement plus loin, quitte à remettre en cause complètement le métier de développeur. Et puis pour le support, j'en ai déjà parlé pas mal. Je pense qu'il est assez facile de se projeter sur au moins le level 1 au niveau de la discussion. Et je pense que ça peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement, de le déléguer. Donc concrètement, l'AI, pour moi, ça va être l'Eldorado des entrepreneurs. Et donc du coup, il y a deux choix. Soit on a peur et on ne fait rien. Soit on se dit, en fait, l'AI est plutôt une opportunité pour moi. On se remet en question et on essaye de voir ses forces au niveau de son intelligence émotionnelle, de ce qu'on représente nous en tant qu'humains. Et pourquoi pas monter des boîtes. Et donc du coup, c'est un petit peu mon message. Moi, même entrepreneur, j'ai envie de voir plus de boîtes. Je pense que l'écosystème liégeois mérite d'avoir plus d'entrepreneurs autour de nous. On a tous les ingrédients pour pouvoir le faire, donc je pense que c'est le bon moment de le rappeler. C'est pas si compliqué que ça, il faut se lancer, c'est une belle aventure, donc lançons des boîtes. Les Liégeois. Et voilà, donc merci pour votre attention, j'espère que mon histoire vous a plu. Merci Sandro. Est-ce que le micro fonctionne? Voilà, il est ouvert. Est-ce que vous avez des questions pour Sandro? Je vous regarde, Roald, pas de questions, Laurent, pas de questions non plus. Et dans la salle, a priori, ça a été un discours assez clair. Simon, j'ai une question. Oui, tu as une question? Avec celui-là, du coup. Du coup, l'AI, comme tu la présentes, tu l'utilises, il y a une modification de votre produit avec l'AI dans la plateforme de ce que vous offrez à vos clients. Donc, c'est utiliser l'AI pour le travail chez les clients. Mais est-ce que vous l'utilisez en interne chez vous? Et vous utilisez, c'est quoi ce qui a fait le plus de valeur, le plus de changement? C'est juste du copilote chez les développeurs? C'est quoi ce que vous utilisez en interne que vous avez déjà essayé? Ouais, je peux parler comme ça, par le micro. En fait, ça se fait de manière assez naturelle, donc tous les employés l'utilisent clairement pour leur rôle. Donc les développeurs utilisent Copilot sur GitHub. Je pense comme toutes les sociétés, tu vois, tous les aspects marketing sont écrits avec des chats GPT et autres. Je veux dire, au moins sur la forme. On essaie de mettre des policies sur le bon usage de ça, justement, pour l'utiliser correctement et surtout de partager tous les prompts un peu intéressants et compagnie. Donc ça se fait de manière un peu plus individuelle et puis ça remonte par équipe. C'est pas vraiment top-down, c'est plutôt bottom-up, je dirais ça comme ça. Et puis pour répondre à la deuxièmement, clairement le nerf de la guerre, c'est vraiment sur le positionnement go-to-market. Donc c'est vraiment sur le produit, comment amener de la valeur à nos clients. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à remplacer les employés par de l'AI, on n'a pas encore fait ce mouvement-là. Il n'y a pas encore de fonction qui est remis en cause par rapport à ça. Parce qu'on n'est pas une société, par exemple, avec beaucoup de support. Mais ce serait une des premières fonctions sur lesquelles je me mettrais en cause, personnellement. Ça pourrait arriver, ouais. Alors, je vous demandais de lever la main. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle au quotidien, dans votre job, dans vos boîtes? Ouais, donc on prêche quand même un public de convaincus. Alors je vais demander à Laurent et à Sandro de venir. On va se faire un petit selfie café numérique. Oh là là. Seb, je ne sais pas si tu es dans le coin, on va aussi... venez les gars. Voilà, on peut lever les bras dans le public. On est au café numérique, on est là pour mettre de l'ambiance. Je vais vous entendre aussi, vous criez, allez, on applaudit.